Hello, aujourd'hui dans l'actu marketing, j'ai le plaisir de recevoir une invitée marketing, une experte en marketing. C'est Sandy Jacobi, une serial marketeuse et entrepreneuse depuis respectivement 20 et 15 ans. L'objectif, c'est qu'on puisse échanger ensemble sur les différentes stratégies marketing, destination bien des CMO ou des dirigeants d'entreprise. Alors Sandy, bonjour déjà. Salut Barbara, merci beaucoup de m'accueillir. C'est moi avec grand plaisir. Alors, tu es cofondatrice de l'agence My Marketing Experience. Tu as ton propre podcast, My Marketing Podcast. Et tu as sorti, il y a peu de temps, là, en janvier, un livre. Je vous le montre, il est là. C'est l'Homo Entrepreneurus. Comment adopter les stratégies de Sapiens pour faire prospérer son entreprise. Waouh, toi aussi, tu as une vie bien remplie, Sandy. Ben oui, on peut le dire. Oui, j'ai une vie bien remplie et pleine de passion, donc c'est plutôt cool quand même. En tout cas, on a une passion commune, c'est celle du marketing. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans cet ouvrage, c'est finalement, c'est un peu un mash-up entre l'histoire, la préhistoire et le marketing, puisque tu parles même dans le titre de Sapiens. Pourquoi tu as fait cette analogie? Je l'ai fait, comme je te disais, par passion en fait, parce qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, et d'ailleurs, je te remercie pour cette fabuleuse intro. Je suis marketeuse, je suis entrepreneur, et en side, on va dire, en passion personnelle, et il y a la préhistoire avec, on va dire, une passion particulière pour la période où il y avait encore plusieurs espèces humaines. Sapiens, Néandertal. Et en fait, je lisais beaucoup plus de livres sur le sujet que de livres business, parce que les livres business, je les trouvais intéressants, mais beaucoup moins que la préhistoire. Et au fur et à mesure de mes documentations, j'ai vu qu'en fait, dans pourquoi Sapiens est encore là et pas Néandertal et les autres, en fait, il y avait des réponses à nos propres interrogations en tant qu'entrepreneur, à savoir comment j'occupe mon marché, comment je développe des avantages, comment je survis face à mes concurrents. Et finalement, tout ça, l'un dans l'autre, j'en ai fait un livre. Super. Et je trouve aussi que c'est vraiment d'actualité parce que on le voit, des marques très établis sur leur marché ont disparu, où on ne les voit quasiment plus, que ça soit dans le retail ou des marques du quotidien en food and beverage. Mais on est vraiment sur aujourd'hui la notoriété où avec une marque assise et établie dans son marché, ça suffit plus pour dire qu'on va perdurer sur les 10 prochaines années. C'est très juste ce que tu dis. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, le retail, pardonne-moi l'expression, mais prend cher, hein, comme il y a pu avoir dans d'autres secteurs d'activité. Et parfois, on a tendance à penser que parce qu'une entreprise est très grosse, très installée, qu'elle est là depuis très longtemps, en fait, elle ne peut pas disparaître. C'est ce too big to fail, ou tout, j'en parle dans le livre, je dis, ou too old to fail, ça fait trop longtemps, jamais pourra Ouais. disparaître. En fait, c'est pas vrai. Tu vois, c'est malheureusement, on aimerait bien se dire que c'est bon, j'ai passé le cap des 3 ans, des 10 ans, rien ne peut Ouais, plus c'est un m'arriver. renouvellement sans cesse, hein. C'est malheureusement pas du tout le cas. Si tu en prends dans d'autres industries, il y a eu BlackBerry, il y a eu Nokia, il y a eu Kodak, il y en a eu énormément, hein, finalement. Et autant dont on n'a pas retenu le nom d'ailleurs, parce que moi, je suis Et capable tu de as te dire. même des marques qui s'éteignent et qui quelque part, renaissent. Tu vois, Camailleux, par exemple, où c'était quand même une fin un peu tragique récemment, qui renaît avec Bicamailleux, et je crois que c'est Célio, il me semble, non? Ou, bon, voilà, une autre marque dans la mode et du côté masculin. Mais c'est quand même assez intéressant. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on retrouve, nous, en tant qu'entrepreneurs, cette démarche aussi où le succès, c'est pas forcément la norme dans l'entrepreneuriat. Et ça, tu leur rappelles que ce qu'on voit, c'est pas forcément la réalité sur Instagram ou autre, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux en général, ou même pas les réseaux sociaux, dans les journaux, dans tu sais, ces magazines où on te met toujours des têtes d'entrepreneurs, les Les top Forbes. 30, les Alors, j'ai top rien contre ces 50, magazines, ouais. attention, mais c'est vrai que c'est une illusion. On va croire que la réussite est la norme, alors qu'en réalité, la réussite n'est pas la norme, que la plupart des entreprises, soit elles n'ont pas ce succès fulgurant. Déjà, il y a pas tous les overnight success, tu sais, le truc où en une nuit tu deviens riche, célèbre et tu as conquis le monde. Déjà, ça, même pour ceux qui ont du succès aujourd'hui, c'est pas le cas. Et puis, tu as ce fameux biais du survivant où on va ne prendre en exemple que ceux qui ont réussi. Et finalement, en fait, il y en a plein qui ont appliqué les mêmes stratégies et qui n'ont pas réussi parce Ouais. que ça tient souvent à pas grand-chose. Et moi, je dis souvent que on a très peu, finalement, si on doit regarder, on a très peu de cas de gens qui ont réussi par rapport à des entreprises qui ont échoué. Tu as beaucoup plus d'études de cas sur les échecs que sur les réussites. Et c'est intéressant de justement analyser les autres, ceux qui n'ont pas réussi, parce que tu peux souvent apprendre au moins autant de choses, si ce n'est plus, pour construire ton succès.
Alors justement, on va rentrer dans le vif du succès, enfin du sujet. Lapsus, mais je Et me du souhaite beaucoup succès. de succès. Ouais, voilà. Heu, Ce que tu dis, c'est que finalement, il y a des phénomènes un peu similaires entre, ce qui se passait dans la vie préhistorique et la vie d'entreprise ou d'entrepreneur. Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on retrouve dans les grandes parties du livre. Alors j'en ai retenu quelques-uns, mais le phénomène de la loi du plus fort, cette importance d'occuper le terrain ou de se créer son clan, d'appartenir à un clan. Heu, c'est quoi, voilà, moi j'en ai cité deux, trois, mais c'est quoi pour toi les plus importants et pourquoi on retrouve ces similitudes et comment ça se traduit? Alors, pourquoi on se retrouve ces similitudes? Déjà, c'est une super question. Parce qu'en réalité, les contextes sont similaires. C'est-à-dire que tu es dans un contexte de concurrence. Aujourd'hui, ben, la plupart des entreprises ont des concurrents. Celles qui pensent ne pas en avoir, en général, c'est qu'elles n'ont pas bien fait leur, leur étude, parce qu'il y a souvent des solutions alternatives, ce qu'on appelle des solutions alternatives, qui résolvent le même problème, pas de la même manière, mais qui le résolvent quand même. Donc, tu as ce phénomène de concurrence. Tu as, comme il y avait à l'époque, puisque il y a 50 000 ans, Sapiens n'était pas seul sur Terre, on était 4 ou 5 espèces J'aime bien humaines. la mise en perspective, il y a 50 000 ans, donc Alors, pour moi, de mon point de vue, 50 000 ans, c'était hier, tu vois. OK. Mais pour beaucoup de gens, 50 000 ans, il y a très très longtemps. Alors, ça dépend où tu te places, mais les dinosaures, c'était 100 millions d'années. Donc finalement, 50 000 ans, c'était il n'y a pas très très longtemps. Euh, et donc, en Europe, typiquement, là où on vit, toi et moi actuellement, alors toi, c'est un peu plus au sud, notamment vers la Dordogne, eh bien, il y avait des Néandertaliens et il y avait des sapiens également. Donc, ce n'étaient pas les seules espèces humaines. Donc, il y avait ce qu'on appelle de la concurrence. Et il y avait plusieurs acteurs sur une même niche concurrentielle. Et d'ailleurs, je pense que le terme niche pour tes auditeurs, il n'est pas du tout inconnu. C'est un terme qui est hyper utilisé en marketing. C'est aussi un terme qui est utilisé pour évoquer le fait qu'il y ait des espèces qui interviennent sur un même territoire, OK. qui vont avoir besoin des Ah, mêmes ça y est, j'ai mon chat qui est un passé. C'est pas passager, arrivé encore sur le podcast, mais voilà. c'est pas grave. Et donc, tu as ce même contexte de concurrence et tu as ce même aussi d'incertitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a évoqué quelques marques qui ont eu des destins un peu funestes dernièrement, Ouais. mais on est dans un climat, un contexte d'incertitude. Je ne parle même pas que géopolitique, mais ça peut être aussi climatique, ça peut être économique. Enfin, on le voit, on le sent. Il y a même un indicateur mondial de l'incertitude qui existe. Et en ce moment, on est plutôt dans un Ouais, niveau clairement. haut. Ce qu'on appelle Mais l'environnement un peu VUCA, volatile, et cetera, où on exactement. est quand même sur un contexte de polycrise ou de permacrise qui fait que, les entreprises aujourd'hui sont constamment en alerte et doivent sans cesse se dire: «Bah, je dois essayer de deviner, je ne sais pas ce qui va arriver, il va se passer quelque chose, mais je ne sais pas quoi». Et, et la réalité, c'est que, et on pourra en discuter, c'est est-ce qu'il faut vraiment essayer de deviner et pas forcément, et plutôt que de se dire il faut que je sois prêt à affronter. Et en fait, on croit qu'aujourd'hui, on vit ce nouveau challenge de l'incertitude, mais pas du tout. C'était déjà, OK. ils étaient déjà confrontés à ce genre de choses. Il y avait des périodes glaciaires. Tu peux bien imaginer qu'on pouvait pas, à l'époque, ils ne pouvaient pas prévoir une période glaciaire. Ils se la prenaient juste dans la face et puis ils devaient gérer. Tu pouvais avoir des manques de nourriture soudains. Tu peux avoir peu importe. En tout cas, l'incertitude était très élevée aussi à l'époque. Et ben, il y a une espèce qui a réussi à s'en sortir, c'est Sapiens, et les autres ont disparu. Donc, pourquoi il y a les mêmes, on peut faire ces similitudes, c'est parce qu'il y a finalement des contextes qui peuvent être similaires. Tu le disais très justement aussi, le plus fort, bah, en fait, c'est rarement le plus fort et le plus innovant qui survit, que ce soit pour les OK. entreprises ou à l'époque. Notre principal concurrent, Néandertal, était tout aussi innovant. Il avait la même technologie, il était aussi intelligent que Homo sapiens. Tout était très très similaire. Physiquement, il était même plus fort. Tu vois, si on avait dû faire un petit corps à corps, les sapiens, ils n'étaient pas donnés gagnants pour le coup. Et pourtant, ben, Sapiens a réussi et Néandertal s'est arrêté. Et pour les entreprises, en fait, c'est pareil. On va souvent penser que la plus innovante, la plus forte, c'est celle qui va gagner. Et bah, c'est pas vrai. Les Après, entreprises c'est les vrai plus qu'il y a beaucoup de grandes, marchés qui sont disruptés aussi par des plus petites ou des NVB qui sont plus agiles, plus souples et qui arrivent justement à bouger plus rapidement. c'est pas forcément une question d'être plus innovant. Et souvent, c'est pas le cas. Tu as des entreprises très innovantes qui vont pas réussir à émerger, qui vont pas réussir à s'adapter à un marché, qui vont pas réussir à trouver leur marché. Mmh. Je pense qu'il y a le cas dans plein de secteurs d'activité où ils prennent des innovations qui sortent des laboratoires, elles sont ultra innovantes,
mais est-ce qu'elles ont la place sur un marché? Est-ce que le marché est prêt? Non, Ouais, est-ce tu que ça vends. répond vraiment à un pain point? Est-ce que finalement tu réponds avec un manque? Est-ce que c'est plus tu avais envie d'innover et est-ce que ton marché est prêt ou est-ce qu'il y a un Ouais, ou alors besoin? tu On as sait innové, pas. mais tu as oublié de le marketer. Je pense que les gens qui nous écoutent, s'ils travaillent dans des secteurs où il y a de l'innovation, ils le savent très, très bien, ils le vivent au quotidien, que l'innovation, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à vendre. En vrai, moi, pour avoir été dans des secteurs, j'ai vendu des voitures électriques à l'époque où c'était pas du tout la mode. Je peux t'assurer que c'est la croix et la bannière d'en vendre une. Il y a plein de C'était très secteurs. innovant, mais Moi, j'y pensais, mais tu vois, le secteur de la food ou de la beauté, ou même pour tout ce qui est bébé ou même pet, les animaux de compagnie. Tout ça, c'est des secteurs où c'est pas évident parce que t'as pas envie forcément de tester des crèmes que tu connais pas parce que tu as peur d'avoir des boutons. T'as pas envie de changer les croquettes de ton chien parce que tu sais pas. Donc, tu as plein de secteurs où il y a aussi, je trouve, une relation un peu intime avec la marque de référence. Et sauf grosse insatisfaction, tu es moins tenté potentiellement d'aller chercher ailleurs. c'est hyper juste ce que tu dis et tu peux l'étendre à peu près à tout parce que moi, je viens de l'univers B2B et je peux t'assurer que le moment où on en parle le plus de l'innovation, c'est souvent le moment où tu en vends le moins, hein. Parce qu'en fait, Ok. les gens, ils s'excitent, mais tu as toujours ce truc de dire qui c'est qui va faire le premier pas en premier. Tu as toujours des pionniers, évidemment. Tu sais, cette pyramide, tu as les pionniers, Ouais. puis les early adopters, et puis après, l'adoption de masse. Mais en vrai, là où ils en parlent le plus, c'est souvent les early adopters, et c'est pas là où tu en parles le plus. Ouais, et puis tu as aussi le côté coût je reste, enfin, c'est un peu comme dans la vie, mais qu'est-ce que ça me coûte de changer? Tu vois, moi, je parle beaucoup de programmes de fidélité, mais et j'anime bientôt un webinaire là-dessus, mais la différence entre j'ai bien un programme de feed, bon, qui est moyen, mais tu vois, qu'est-ce que je fais versus est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je mets un effort, un petit ticket dessus ou quoi pour changer, aller vers quelque chose de mieux ou est-ce que je reste dans quelque chose de plus confortable qui n'est pas vraiment satisfaisant. Mais ça, tu l'appliques dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple. Enfin, Mais donc, c'est c'est une vrai que réalité, hein. souvent, ce pas, ouais, il n'est pas évident. C'est un mode de fonctionnement, mais tu as dit un truc hyper intéressant juste avant. Tu as parlé de marque. Tu as dit, je suis loyale à la marque. Eh bien, l'effet inverse, c'est que pour une entreprise, est-ce que c'est confortable de se dire que tous les 4 matins, et en fait, c'est même pas tous les 4 matins, c'est toutes ces 2 fois par matin, il y a une nouvelle entreprise qui va arriver avec une nouvelle innovation. Comment tu te protèges de tous ces gens qui débarquent? Bah justement, la marque, elle est là pour ça. Elle est là. Alors, je dis pas que parce que tu as une marque forte, tu dois pas innover. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais si tu as une marque forte et que tu génères de la loyauté, de la fidélité, tu te prémunis d'une certaine manière d'être des attaques répétées, des innovations qui sortent toujours sur le marché. Ça ne t'empêche pas de continuer ton innovation, mais si tu as bien fait ton job au niveau de la marque et de l'attachement à la marque, ça va éviter que tous tes clients soient hyper volatiles et ils le sont déjà en plus. Ouais, ça c'est sûr qu'on le sait qu'en plus aujourd'hui, même les jeunes générations ou quoi, enfin le consommateur globalement est de plus en plus volatile. Alors tu disais comment on fait? Moi c'est vrai que j'ai un peu un parti pris qui est celui de comment est-ce que tu cultives ta singularité, comment tu crées de l'émotion, d'attachement. Et ça revient, il me semble, à un justement des prismes que tu prends dans ton livre, qui est celui d'occuper son territoire. Euh, Exactement. quand on pense à Sandy, quand on pense à, je sais pas, la marque Bic ou à Barbara, enfin peu importe, mais à quel territoire on l'associe? C'est exactement ça. Alors, pour faire le parallèle, pourquoi occuper le territoire? Parce qu'une des stratégies qui a fait que Sapiens a mieux réussi que Néandertal, c'est parce qu'il a occupé, notamment, il a occupé plus de territoire physiquement. Pour une raison aussi, c'est qu'il se reproduisait plus vite. Donc là, c'est vraiment une question démographique. Mais c'est Ok, hyper intéressant de le comprendre. Alors là, je ne vous dis pas de faire garder des Sapiens, enfants. c'est plus chaud que Néandertal. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. C'est pas forcément une question de C'est un chaud. podcast marketing, passons. Mais j'étais pas là. Je ne peux pas savoir comment ça se passait, mais il y a des facteurs effectivement démographiques qui sont certains. Ok. Et ce qui s'est passé, du coup, pour toi, évidemment, en tant que marque, en tant qu'entreprise, l'idée, c'est pas d'aller recruter forcément plus de monde. C'est pas ce que je dis. Mais l'occupation du territoire se passe à plusieurs niveaux. Donc déjà, première chose, c'est est-ce que tu es bien distribué? Donc il y a le territoire physique. Est-ce que tu es bien distribué? Est-ce que donc ça c'est vraiment dans le si on prend les termes de mix marketing, c'est côté distribution. Et évidemment, tu as la partie émotionnelle, c'est l'occupation du territoire émotionnel avec le positionnement et ta marque. Tu te dis justement, quand je pense à Barbara, à quoi je pense? Moi, je te l'ai dit en off tout à l'heure. Moi, quand je suis sur ton site internet, je te trouve hyper identifiable.
Merci. T'es sur des problématiques de marque, de problématiques de data. Et maintenant, je sais, pour te connaître, pourtant, j'ai lu ton site internet, on ne se connaît pas depuis super longtemps. Mais pour moi, tu es déjà associé, identifié à cette personne qui est capable, qui fait des conférences, qui prend la parole sur les sujets data marketing, qui est aussi rédactrice. Donc, il n'y a pas besoin, il ne faut pas qu'il y en ait trop d'ailleurs, hein, parce que sinon, tu vas perdre les gens. Mais tu as ton territoire, tout comme Bic a son territoire. Ce n'est pas forcément une marque que je connais bien. Je suis utilisatrice, qui est je vieillissante la quand connais même. pas plus que ça. Ouais. Mais c'est le même fonctionnement que tu sois sur des marques, on va dire, de grande consommation qu'en B2B. Et c'est l'erreur d'ailleurs du B2B qui a souvent pensé qu'il n'était pas concerné par le volet émotionnel et le positionnement, alors que c'est archi faux. Même il y a des études, notamment portées par Google, qui montrent que les achats réalisés en B2B sont encore plus liés à l'émotionnel qu'en B2C. En fait, clairement, plus c'est cher, plus c'est impliquant, plus tu as besoin d'émotionnel. Ouais, et puis Vipro t'implique quand même aussi, le choix de l'outil, ça va être mis dans les mains de plusieurs équipes, ça transparaît toi dans ta qualité de travail. Enfin, tu vois, c'est hyper, enfin, je sais pas si on dit égotique, mais c'est très centré en fait quand même aussi sur toi, sur soi, sur son succès, etc. Et donc, c'est exactement ça, ce que j'appelle l'occupation du territoire, qui est clairement une des clés de réussite et pour Sapiens et pour une entreprise, c'est d'arriver à créer ce lien émotionnel fort, d'être hyper identifiable. Malheureusement, un positionnement a besoin de changer parce que, comme on le disait, enfin d'évoluer plutôt, on le disait, si ton marché il change, et malheureusement, je crois que tous les marchés évoluent peut-être à des allures différentes. On se fait discuter, je pense, régulièrement. Voilà. Et tu as besoin de faire évoluer ton positionnement en permanence et de le renforcer en permanence. Mais dans des périodes justement agitées de crise, comme les gens ils sont encore plus stressés à l'idée de faire des choix et d'acheter, ils vont se tourner vers les marques qui les sécurisent le plus. Ok, ouais, la notion de sécurisation et de confiance. Exactement. Et pour ça, tu as besoin aussi d'être présent pour, on le disait juste avant, être top of mind. Ok, vers qui je vais me tourner? Quelle est la marque qui me rassure le plus? Quelle est la marque qui fera que je vais bien dormir la nuit en l'achetant? Bon, si tu as bien fait ton boulot, et Dieu sait si ce boulot est dur, je ne le minimise pas, eh bien, c'est à toi, ta marque, qu'on va penser. Il y a aussi, je trouve, dans ce quotidien, qu'il soit personnel ou professionnel, c'est quand même devenu très complexe. Tu vois, on a quand même des vies, pour beaucoup, sans faire de généralité, mais assez chargées. Et là, regarde, où est-ce qu'elle va Je ne vois pas de quoi tu parles, moi. Je te suis, pas de souci. Mais et tu vois, je discutais justement avec les équipes de chez Raja, par exemple, et oui, clairement, quand tu es chef d'entreprise ou quand tu es chef de famille, ce que tu veux, c'est un peu la loi de la moindre emmerde possible. Pardon l'expression. Mais tu vois, quand tu te fais livrer un truc, tu as envie que ça soit simple, que machin. Enfin, tu n'as pas envie que ça soit complexe. Et je pense que dans vie pro ou perso, il y a quand même, alors je sais pas s'il y a une de tes lois comme ça et qui s'applique à Sapiens, mais tu as quand même envie que ça soit le moins compliqué possible. De manière générale, on a une aversion au risque naturel. Personne n'aime le risque. Alors, on a différentes tolérances au risque, ça c'est sûr, entre êtres humains. Mais de manière générale, on n'aime pas le risque et on va chercher à le contourner. Le risque et surtout l'insatisfaction, tu vois, le c'est un risque, l'insatisfaction, en fait. Okay. Ouais, parce que ça va engendrer des conséquences négatives, donc c'est pareil. Ouais, c'est le côté, tu t'y attends pas et tu es déçu. La déception, il y a plein de choses, plein de fois où encore j'ai mal la déception. Oui, moi aussi, je trouve ça très désagréable. Ouais. Alors, si du coup on prend ces différents prix, il y en a plus d'une dizaine et c'est parallèle dans le livre, est-ce que tu peux m'en dire un ou deux? Un peut-être justement qui continue à prévaloir aujourd'hui, autre que l'occupation du territoire, et un autre où au final, ça par contre, ça valait, il y a autant de la préhistoire, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y en a dans le livre, j'ai vraiment fait attention à ne rien mettre qui soit obsolète. Ok. Parce que justement, je voulais vraiment que ce soit un guide pour les dirigeants ou les marketeurs et les décideurs d'entreprise. En revanche, je pense qu'il y a le dernier chapitre qui traite, on va dire, du défi environnemental. Alors oui, nos ancêtres, ils ont déjà dû gérer des changements climatiques, mais dont ils n'étaient pas responsables. Et qui allait un peu moins vite que celui qu'on est en train de subir. Et je dirais que ce dont je parle dans ce chapitre est toujours valable aujourd'hui, mais j'ai pas forcément la réponse. La réponse ne me vient pas forcément de nos ancêtres, alors que dans tous les autres chapitres, la réponse, j'ai pu les apporter avec ce qu'ont fait nos ancêtres. Donc,
Voilà, c'est un peu. J'ai voulu ce chapitre, je l'ai rajouté en dernier à la fin, mais il était trop important parce que je suis Ok. quelqu'un de très concerné par ce sujet. Et je pense que en tant que marketeur, d'ailleurs, en tant que dirigeant d'entreprise, il y a, sans faire du greenwashing, en étant vraiment engagé et responsable, il y a des choses extraordinaires à mener là-dessus. Sur la partie, c'est un énorme défi aujourd'hui de relever, de faire face à ce changement climatique. Et voilà, c'est l'ouverture c'est l'ouverture que je mets dans le livre, sans spoiler. Hein, vous apprendrez quand même pas mal de choses parce que j'ai beaucoup documenté cette partie sur justement des business models qui sont hyper innovants. Donc, je donne des exemples. Et après, sur ce qui est toujours ce qui est d'actualité, donc tous les autres, évidemment. Celui-là aussi, mais je n'ai pas la réponse, du coup. Il y en a un que je trouverais intéressant de partager parce que je pense qu'il parlera pas mal à tes auditeurs et auditrices qui sont ou marketeurs ou dirigeants. Et ça reboucle un peu avec son idée sur l'innovation. C'est qu'aujourd'hui, souvent, on ne te présente l'innovation que comme de l'innovation technologique et de l'innovation, ce qu'on appelle dure, qui sort des labos, Ok. de l'IA, De la tech. avec quand même 2 ans et demi qu'on s'en mange matin, midi et soir, et puis je te passe les snacks en milieu de journée. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de faire croire aux entreprises, où elles se font croire elles-mêmes, il n'y a plus que comme ça qu'on peut innover. Donc, par innovation qui est dure. Alors qu'en réalité, les plus grandes innovations, les innovations les plus porteuses et les moins gourmandes, c'est ce qu'on appelle la soft innovation. C'est de l'innovation au niveau de l'usage. Je te prends un exemple. Sapiens, Néandertal et à peu près toutes les autres espèces humaines de cette époque, et même avant nous, parce que maîtriser le feu. Il n'y a pas que Sapiens qui savait faire du feu. Hein. Même Homo erectus, il y a 1 million d'années, il savait faire du feu. Ça, on croit toujours qu'on a tout inventé. Et spoiler alert, personne n'a inventé le feu. Le feu est un élément naturel. Parce qu'on pose souvent la question, alors qui a inventé le feu? Je dis, mais personne, le feu est un élément naturel. Ok. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a le feu à l'état naturel. Après, ils sont tous bidouillés. Ils se sont dit, ah, ok, je peux mettre le feu au bout d'une branche. Après, ils ont appris à conserver le feu. Après, ils ont appris à produire du feu seul. Mais les autres se sont arrêtés là. Sapiens, qu'est-ce qu'il a fait? Le feu, il en a fait pour s'éclairer. Alors ça, tout le monde, pour s'éclairer. Il en a fait pour se chauffer. Les autres aussi, on se doute qu'ils ont fait. Mais il a aussi fait des fours. Il a aussi fait des moteurs. En fait, il a utilisé une innovation, si tu veux, mais il en a fait des inventions. Et en Ouais, fait, ou des changements d'usage, ou des implications concrètes dans le quotidien. Et c'est exactement les fenêtres que j'essaye d'ouvrir chez nos clients. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, l'innovation, vous pouvez hyper bien innover par les usages ou un positionnement nouveau ou un nouveau business model qui finalement ne vous coûtera pas forcément plus cher et qui sera moins facilement obsolète que de l'innovation dure où finalement tu es copié tout le temps, quoi. Ça me fait penser, tu vois, j'ai animé il n'y a pas longtemps le Grand Prix de la data et de l'IA avec le groupe Influencia. Et justement, le Grand Prix de la data, et en tout cas, un des prix, des cases sur la cinquantaine qui était présenté, qui a été le plus récompensé, c'est pas l'utilisation la plus complexe de l'intelligence artificielle. Ça a été celle qui s'est le plus intégrée dans le quotidien. Et là, notamment, ça a été pour une compagnie aérienne sur, il me semble que c'était Transavia, mais je ne veux pas être profane, mais il me semble que c'est Transavia qui a utilisé l'IA sur l'optimisation des communications pour remplir les trains, les avions. Les avions. Donc, tu vois, tu es sur une application très concrète d'optimisation de remplissage des avions. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, pareil, alors au départ, les membres du jury on était la dizaine de membres de jury, on était un peu bon. Et finalement, des cas qui est le plus revenu, c'est pour ça que j'ai fait la distinction entre, l'erreur entre avion et train, ça a été pour le train, justement, avec le groupe SNCF, où, ils ont utilisé l'IA pour traduire au moment des JO tout ce qui est notification dans les transports en commun. Donc, tu peux dire, ok, utilisation de l'IA, traduction, waouh. Enfin, justement, il n'y a pas d'effet. Et ben non, parce que c'est un usage très simple, mais quand tu dois le déployer à l'échelle sur l'ensemble, tu vois, des langues, des destinations, des trajets en temps réel,
Et donc là, on est dans une innovation disruptive pour moi. Et tu vois, c'est pas l'utilisation la plus complexe de l'IA. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ça revient à ce dont on parlait un petit peu avant, c'est que l'innovation, elle vient elle vient du constat d'un problème et de la facilitation de ce problème, en fait. De comment tu vas le résoudre. On n'est pas allé forcément développer un nouveau langage, Ouais, voilà, c'est ça. développer. Non, en fait, c'est vraiment sur l'observation d'un besoin et de nouveaux usages et comment je vais l'adresser. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la soft innovation. Alors, si le sujet intéresse les personnes qui nous écoutent, il y a Seth Godin qui a écrit sur le sujet, donc qui est un des plus grands pontes du Ouais. marketing au monde. Ça fait plaisir Il y a que tu le énormément de cites. littérature difficile. Il est forcément référencé dans mon livre parce que c'est quand même un des plus grands marketeurs aujourd'hui. Et il a énormément écrit sur comment tu produis de la soft innovation. Comment tu as produit, comment Ouais, je comprends. comment tu améliores ton service, ton Ouais. produit avec de l'innovation douce. D'ailleurs, on peut parler en français, c'est de l'innovation douce. Et pour moi, aujourd'hui, surtout si tu tends vers des choses qui sont plus respectueuses de l'environnement, il y a énormément de choses à faire, mais c'est plus complexe que ça en a l'air. Ça nécessite de vraiment bien connaître ta cible, de t'intéresser, d'écouter ton marché énormément, de regarder les signaux faibles de ton marché. Mais si tu réussis bien, et si tu le fais bien, il y a énormément de choses à faire là-dessus. C'est une forme de responsabilisation aussi, quand tu parlais d'éthique, mais c'est ce qu'on appelle l'innovation utile, comme on peut parler en corollaire de la data utile, où c'est pas innover pour innover ou collecter de la data pour collecter de la data, mais c'est vraiment à quoi ça sert, pour faire quoi, quelle valeur ajoutée je vais apporter. La collecte raisonnée de la data, d'ailleurs, est hyper importante. Malheureusement, aujourd'hui, dans les entreprises, on se rend compte qu'il y a énormément de ce qu'on appelle la dark data, c'est-à-dire c'est de la donnée complètement inutilisée, obsolète et qui va polluer sur les serveurs. Et ça aussi, en tant que marketeur, marketeur et pas que les marketeurs d'ailleurs, hein, dans tous les Ouais. départements des entreprises, il y a cette réflexion à avoir sur est-ce que c'est nécessaire de conserver tout ça? Est-ce que je peux faire du ménage? Mais ce sont des sujets ultra complexes. Hein. Je ne veux pas les simplifier parce que même pour les experts, c'est très complexe. Oui, et puis parce qu'il y a eu une phase de ah, on peut récolter ça et ça aussi, et puis ça. Donc finalement, on collecte et puis on se rend compte que bah non, ça prend de l'espace, c'est coûteux en termes de ressources, de temps, de tout, d'organisation, et qu'à un moment, oui, après, bah, on repart dans un autre phénomène, dans un autre mouvement qui est celui de la rationalisation et encore une fois de la responsabilisation. Exactement. Et pour finir, si tu me permets d'ajouter juste Ouais. une idée, parce que comme on parle d'IA, ça fait le pont. Le fait, aujourd'hui, on a tous les mêmes outils et tu vois, souvent on dit Sapiens, ça a réussi parce qu'il y a des meilleurs outils, était plus intelligent. Non, ils avaient les mêmes. Et aujourd'hui, on a tous accès à l'IA, enfin, plus ou moins, on a tous accès. Ce qui fera la différence, c'est pas les outils qu'on utilise, puisqu'on a tous les mêmes. Ce qui fera la différence, c'est la manière dont tu as utilisé, c'est nos comportements, c'est notre capacité à nous réinventer, à s'adapter. Et ça, je pense pas que ça viendra. L'IA sera peut-être un moyen, mais ce sera individuellement, collectivement, en tant qu'entreprise, de trouver comment on réussira ça. Ça viendra pas, comme on a tous les mêmes outils, ça viendra pas de là, quoi. Merci Sandy, parce que ça me permet finalement de résumer et ça me permet d'ouvrir sur la fin en se disant, bah, en résumé, il y a cette importance de singularité, de singularisation, qu'on soit une marque dans son positionnement, mais aussi ensuite dans toutes les déclinaisons opérationnelles, qu'on soit une marque, qu'on soit un entrepreneur, dans la façon dont on se présente au monde, dans la façon dont on innove, dans ce qu'on fait, de cultiver sa créativité, sa singularité. C'est ce qui permettra, en tout cas, c'est une des clés, ou un des bouts de bois du feu, pour maintenir le feu, justement, et l'entretenir encore pour de nombreuses années, si ça te va un peu comme résumé, Sandy. Ça me va, oui, c'est très, très bien. Je pense que c'est une belle conclusion. Si celles et ceux qui nous écoutent veulent aller plus loin, savoir ce que toi tu fais, ce que vous proposez à l'agence, parce que tu as l'agence avec ta sœur, il me semble. En quelques mots, qu'est-ce que vous proposez? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Enfin, voilà. Alors, moi, je suis associée avec ma sœur qui s'appelle Laurie, qui est d'ailleurs ma sœur jumelle. Donc, si vous nous croisez sur LinkedIn, tout va bien, c'est normal si j'ai une personne qui me ressemble. C'est pas ton avatar.
Elle co-anime également avec moi My Marketing Podcast, d'ailleurs. Et My Marketing Experience, c'est une agence qu'on a créée il y a 15 ans. On est une agence de conseil et de services en marketing B2B. Donc, nos clients sont des entreprises, on va dire, de la TPE, PME jusqu'à des ETI grands groupes. Okay. Et on les aide dans leur particulièrement dans leur stratégie marketing. Nous, on est vraiment un gros focus sur les problématiques de positionnement et d'offres, comme tu as pu le constater, puisque c'est vraiment un sujet dont j'adore parler. Donc, merci beaucoup. Et nos clients ont la particularité d'être des entreprises, on va dire, à problématiques complexes. Donc, ça va être ou dans l'innovation, ou tech, ou des services avec une très, très forte expertise. Et on les aide à faire ce que Sapiens a fait, c'est-à-dire à se développer et durer, parce que l'idée, c'est pas juste de se développer, c'est de durer. Et Dieu sait si c'est difficile. Merci beaucoup Sandy. On mettra le lien de l'agence du coup sur les versions écrites là, de la newsletter et du podcast. Et qui à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci de nous avoir écoutés. Merci Barbara. Au revoir à tous. Au revoir.